Chapitre 1er. Sévu regardait l'engin arriver par l'ouest, en volant bas au-dessus des ravines de l'Anatolie orientale. Les couleurs du ciel derrière devenaient plus profondes. Il s'abritait les yeux de sa paume sèche, en les plissant face à l'éclat du soleil qui déclinait lentement. L'étendue du paysage, tout en rochers fumants, continuait de cuire sous la même chaleur furieuse. L'appareil laissait traîner derrière lui 2 lignes de fumée sale. Alors qu'il approchait, le nez penché en avant, Sévu nota sa coque rouge écaillée et les nacelles de ses turbines d'un style ancien. Ce modèle était plutôt grand. 20 sièges à bord peut-être, mais dans un pied très tard. Il sourit. Elle était bien du genre à s'être retrouvée un tel tas de ferraille, de ceux que des princes marchands fauchés auraient récupérés au milieu d'une casse. Il n'arrivait pas à se rappeler la dernière fois qu'il l'avait vue dans un véhicule du palais. Tout cet or ne lui convenait pas. Il attendit debout, immobile, tandis que la poussière léchait ses robes. L'appareil étendit ses patins et les turbines s'orientèrent vers le sol. Il se posa dans un gémissement de moteur dont le souffle battit le sol sec du site d'atterrissage. Sévu traversa alors timidement la plaine semée de cailloux en se couvrant la bouche de son écharpe tissée pour se protéger des granules de terre. Les 2 premières personnes à descendre de l'appareil furent des gardes en armure de maille, équipés d'un masque respirateur, serrant leurs armes à projectiles. Sévu n'avait jamais identifié à quel régiment ou détachement elle empruntait sa protection rapprochée. Il était difficile, même à présent, de suivre la trace de toutes les formations militaires actuelles, récentes, légitimes ou illégales, sur un monde où, en l'espace de plusieurs générations de mortels, la seule véritable activité avait été de s'entretuer. Puis elle émergea d'un pas dandinant, le long de la rampe, enroulée dans ses robes grises, chaussée de bottes lourdes, les yeux cachés par d'épais verres teintés. Ses cheveux étaient noués, enveloppés dans un voile rouge qui ne laissait voir que quelques portions de sa peau foncée et tannée. Sévu alla vers elle, en étendant les mains pour l'accueillir. Elle les agrippa toutes 2 et les serra fort. « Sévu, dit-elle. »« Madame la haute seigneuresse, répondit-il. Prête à me montrer ? » ?»« Absolument tout. » Durant le trajet, 2 choses le frappèrent comme pour la première fois, malgré la fréquence à laquelle il avait accompli le même vol et perçu les mêmes détails. La première était l'immensité du décor. Peu de temps après qu'ils eurent redécollé, enfermés dans la soute de l'appareil et collés à l'un de ses hublots troubles, ils voyaient le paysage se froncer vers l'horizon incurvé, une masse de défilés comme des sillons crâniens et des mésas d'un orange clair. Le ciel demeurait d'un bleu pâle vers l'ouest, qui s'assombrissait à la cime du dôme de l'atmosphère, et de longues ombres couraient d'ouest en est. Cette région ne portait pas de nom établi. Les derniers siècles l'avaient vue rester dépeuplée, une autre victime de la guerre chimique et de l'effondrement environnemental. Il en allait de même sur une si grande partie du globe. Durant ces années de lutte, le genre humain s'était accroché, entassé dans les carcasses féreuses des grandes cités côtières qui dominaient à présent des lits de mers évaporées. Mais pas partout. Sur des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, il n'y avait plus rien. Rien que le bruit crépitant des compteurs à radiation et des détecteurs de toxines, le trottinement de rongeurs à 6 yeux, le souffle d'un vent plein de reproches. Cet endroit, lui avait-on dit, s'était appelé l'Urartu. Il y avait eu des rois pour y résider, comme il y en avait eu partout. Des technoseigneurs à la tête de leur cour violente, méritant à peine les nombreux titres qu'ils se donnaient. Une contrée si éloignée des autres et si peu remarquable. Comme on aurait pu le dire des steppes sauvages d'Asie, des usines d'armement surpeuplées d'Europe ou des hypercités du Pan-Pacifique, qui toutes s'agrippaient à la gorge, en proie à la terreur et à l'extase de tuer. Mais cet endroit possédait un caractère particulier, une sorte de qualité primordiale. Et telle était la seconde chose. La roche était ancienne ici. Les ruines étaient anciennes. Les cours d'eau étaient anciens. L'odeur de l'orage imprégnait tout et frémissait doucement sous le cocktail de surface que formaient les polluants chimiques militaires. Sévu n'était pas un historien. De vrais historiens n'opéraient sur Terra que depuis très peu de temps, depuis qu'il leur avait redonné du service. Le passé était donc pour lui, comme pour pratiquement tout le monde, une masse floue de mythes et de conjectures. Mais il suffisait de regarder les rochers qui se trouvaient ici. Il suffisait d'y faire courir son doigt, et l'on sentait les creux où les plus anciennes avaient crépité, où était préservée la trace des sabots d'animaux éteints, et cela suffisait à savoir. À savoir qu'une histoire avait débuté ici. Il y avait si longtemps que nul ne pouvait se souvenir de ses premiers mots.
mais que cette histoire en elle-même avait toujours de l'importance, car elle n'était pas finie. Sévu tourna la tête vers la haute seigneuresse Uoma Candavir. Elle-même ne regardait pas au dehors par le hublot. Elle était assise dans son siège, petite et mal à l'aise. Ses mains serraient les accoudoirs. Elle avait retiré ses lunettes fumées et cela rendait plus facile de percevoir le malaise sur son visage. « Vous avez déjà fait longue route, » dit Sévu. Candavir leva la tête vers lui, arraché à ses pensées, et lui adressa un sourire désabusé. « Après tout ce que nous avons accompli, dit-elle, après tout ce que nous avons traversé, j'espérais que nous aurions réussi à concevoir un engin atmosphérique qui ne m'aurait pas flanqué la nausée. » Sévu hocha la tête. Bien sûr, les propos de la haute seigneuresse étaient incorrects. Il existait une profusion d'autres modèles qu'il lui aurait été possible de prendre, qui glissaient sur l'air sans presque aucune vibration, disposant de l'air conditionné et silencieux comme un murmure. Mais cela était cher et ostentatoire, et aurait attiré l'attention de n'importe qui au sein des centaines d'opérations de renseignement improvisées déployées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais. En conséquence de quoi, la maîtresse de la Lex Pacifica, à la tête d'une bureaucratie de milliers d'individus, s'infligeait à elle-même des hauts le cœur à bord d'une carlingue remuante d'acier mal rifté. Un acte de dévotion admirable à la cause. « Ce n'est plus très loin, » dit Sévu. Candavir redressa les épaules en arrière, en les pressant fort contre l'imitation cuir qui s'écaillait, et essaya d'accompagner les secousses. « J'ai lu votre exposé sur la plaque, dit-elle. Avez-vous quelque chose à y ajouter avant que nous arrivions ?» Sévu fit non de la tête. « Pas vraiment. Je n'arrive pas à décider s'ils ont été négligents ou si c'est nous qui avons été minutieux. Vous avez été minutieux, c'est pour ça que je vous ai choisi. Ou ils ont pu penser en partie à raison que personne ne s'en souciait assez pour aller y voir. Oui, dit-elle, il y a ça aussi. » Pour la première fois, elle regarda dehors par son hublot, vers là où le ciel sombrait dans ce profond bleu océan annonçant le coucher du soleil. Les étoiles perçaient déjà à l'est, des points infimes d'une lumière plus pure que toutes celles produites sur ce monde abîmé. « Je vous suis reconnaissante de vous être chargée de ça. J'ai conscience des dangers auxquels vous avez tous été confrontés. » Sévu s'inclina avec gratitude. « Ce fut fascinant, dit-il. Pour être honnête, il me semble presque disposer déjà de tout ce qu'il me faut. Votre rapport était aussi complet qu'à chaque fois. Mais j'avais besoin de voir de vos propres yeux. » Candavir sourit. « C'est notre défaut, n'est-ce pas ?» Elle se détourna du hublot. Même maintenant, cela n'a pas changé. Un voyant se mit à clignoter sur le panneau au-dessus des têtes et l'appareil pencha en s'engageant dans sa phase d'approche. Les vibrations empirèrent. « Quelque chose pourrait-il vous faire changer d'avis ?» demanda Sévu. « Beaucoup de choses, dit Candavir. Je préférerais me tromper. » Les tremblements prirent un caractère rythmique, ponctuant leur descente vers une autre piste d'atterrissage dont le tracé poussiéreux se rapprochait de ce qui avait autrefois, de mémoire d'espèce, mérité le nom de civilisation. « Vous ne vous trompez que rarement, » dit Sévu. Ils n'accomplirent pas l'ascension de la montagne ce jour-là. Le temps pour eux de poser pied sur le terrain d'atterrissage de leur dernière escale, les projecteurs de sécurité du complexe brillaient à plein faisceau, et le soleil brûlant disparaissait derrière un ouest lointain, toujours ravagé par la guerre. Sévu escorta Candavir dans les rues de son village temporaire, une grille sale de blocs d'habitation préfabriqués, en bordure de la piste, déposés par pont aérien 2 mois plus tôt et arrimés les uns aux autres pour affronter les éléments. Le vent soufflait depuis les hautes escarpes à l'est, et soulevait la poussière en spirale. Sévu avait revêtu un masque de protection, mais Candavir semblait se contenter d'enrouler son châle autour de son visage, en se ramassant sur elle-même face aux rafales granuleuses. L'escouade de sécurité qui vint à leur rencontre provenait des troupes sous les ordres de Sévu. 12 soldats du 12e Servine de Yoyoda, retirés d'un régiment déployé en service actif 9 mois plus tôt de l'autre côté de la planète et affectés depuis à des missions moins ardues afin de récupérer. Tous étaient de bons éléments, des hommes et des femmes professionnels, mais les gardes du corps de Candavir, qui s'écartaient afin de couvrir le terrain d'atterrissage, paraissaient dans l'ensemble plus menaçants. Sévu emmena la haute seigneuresse à ses quartiers. L'une des unités d'habitation les plus grandes, vidée en hâte, et dotée d'une unité radiateur en état de marche. Elle y jeta un coup d'œil et parvint raisonnablement à ne pas se montrer trop consternée. Puis il lui souhaita une bonne nuit, ferma les portes et vérifia 2 fois les équipes de sécurité. Lui-même ne dormit pas beaucoup après cela. Ses propres quartiers étaient exposés à tous les vents et une fois que le soleil eut disparu, la température chuta. Il passa en revue son travail et tâcha d'ignorer les bruits que faisaient au passage les troupes armées qui patrouillaient le périmètre grillagé. Pour finir,
Il s'allongea sur son lit de camp affaissé, en fixant le plafond, en repensant aux dernières semaines de labeur et à tout ce que cela pouvait signifier, ou ne pas signifier. Graduellement, la lumière du jour se glissa à nouveau par les bords de ses stores, et une autre journée s'était encore écoulée. En soupirant, il se remit debout, alla se rafraîchir à la vasque et essaya de faire en sorte que son uniforme froissé lui fît un peu moins honte. Une tasse de recaféiné et une barre d'amidon plus tard, il s'en retournait vers l'unité de logement de Kandavir, où il frappa à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, elle lui sembla alerte et déterminée, fraîchement drapée dans ses longues robes qu'elle portait toujours, l'écharpe de nouveau arrangée avec soin. Une écharpe bleu ciel cette fois. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il. « Mieux que vous, à vous regarder, » dit Kandavir, en descendant d'un pas prudent les quelques marches en métal. Ils rejoignirent leur escorte, d'autres de ses soldats en armure de maille, et partirent franchir la porte est à bord d'un convoi de 6 camions pour monter vers les hautes terres. 5 étaient des transports de troupes Odion, lourds et renforcés par d'épaisses plaques de métal. Le leur était un véhicule civil converti pour le terrain accidenté et par conséquent d'un inconfort qui les secouait jusqu'aux os. Le temps était sec et clair, toujours froid, bien qu'il se réchauffât vite. Le paysage rocheux s'étirait autour d'eux dans toutes les directions, nu et luisant sous les restes de rosée, d'un brun pâle, comme de la peau. Devant eux se profilait leur destination. « Impressionnant, dit Kandavir, en abaissant ses lunettes teintées afin des pieds par-dessus. L'endroit possède une certaine atmosphère dramatique en tout cas. » La remontée était longue par les pistes de terre, des sentiers à peine utilisés, sinon par ce qu'il restait des vieilles bandes de contrebandiers. Des buissons s'accrochaient au bord, leurs feuilles noires et éparses. Le goût des radiations se discernait encore et aromatisait l'air comme des épices renversées par terre. Devant eux, il se dessinait. Sa double cime, une étendue de relief comme une vague blanche. De l'autre côté de ses épaules se déroulaient les versants du Caucase inférieur, coiffés de neige et battus par le vent, mais sur cette face-ci, il n'y avait rien, que davantage de terre désolée. Le mont Ararat. Depuis les premiers jours de l'humanité, un nom consigné et effacé, et consigné à nouveau sur 1 millier de palimpsestes sacrés, tous désormais proscrits et destinés aux incinérateurs. Il n'y a rien ici, dit Sévu en s'accrochant pour résister au mouvement du transport. Aucune raison de se battre. Je ne comprends toujours pas. En réalité si, dit Kandavir. De l'autre côté de cette chaîne, à quelques centaines de kilomètres, il y a un empire, responsable de la mort de toute une armée. Nous l'y avons envoyée, elle n'en est jamais revenue. Sévu la regarda, stupéfait. Vraiment ? Demanda-t-il. Il s'y trouve encore à l'heure qu'il est. Kandavir donnait l'air de prendre plaisir à lui exposer tout ça. Ses jours sont comptés, bien sûr. Comme pour tous ces endroits, leurs jours sont également comptés. Nous allons y envoyer une autre armée un jour. Tout est question de bien choisir le moment. C'est donc un avertissement qui s'est produit ici, dit Sévu prudemment. Une démonstration de force. Je ne pense pas. Je pense que le symbolisme était plus important. Kandavir se frotta les coudes pour faire circuler le sang. Les chaos et les bosses devenaient plus marqués. Mais d'une certaine façon, il a toujours été question de force, du début jusqu'à la fin. La question que nous devrions nous poser est de quel genre de force exactement. Et vous avez la réponse à ça. J'ai une réponse pour tout, dit Kandavir. La bonne, j'espère. Certainement. Il grimpait à présent plus en altitude, empruntant les virages en épingle au-dessus de profonds défilés. Il se mit à faire plus chaud à l'intérieur des transports, alors que l'astre se hissait en même temps qu'eux, dissipait les dernières brumes et faisait vibrer l'air. L'atmosphère devint plus rare et mit les moteurs à la peine. Il fallut plusieurs heures de secousses et d'emballements sur le terrain inégal avant qu'enfin, la hampe étroite du javelot de géolocalisation que Sévu avait laissé ficher en terre se présentât en vue. Les transports s'arrêtèrent, fumant sous l'éclat du jour. Un par un, les gardes débarquèrent en observant prudemment autour d'eux. Sévu se laissa descendre à terre et offrit une main à Kandavir. Puis ils marchèrent, les membres raides, en dépassant la lance haute d'1 mètre et vers le massif derrière. Des fanions claquaient de partout, pris dans la forte brise. De longues tranchées avaient été creusées en travers du paysage, profondes de 2 mètres et déjà envahies de neige. Les ouvriers restaient en petits groupes pour affronter le vent mordant, certains d'entre eux laissant voir de fines bandes de peau à nu sous leurs enveloppements protecteurs, certains autres arborant des augmentiques qui brillaient. Ils se déplaçaient lentement, humains comme serviteurs, moitié à cause du froid, moitié par nécessité de prêter une grande attention à ce qu'ils faisaient.
Candavir étudiait la scène, en gravissant tout ce temps les cailloux qui luisaient de givre. Sévu l'accompagnait, prête à lui offrir son bras si elle en avait eu besoin. L'air froid lui donnait déjà mal à la gorge. L'endroit était bien choisi, dit-elle, en regardant d'un côté puis de l'autre, en haut vers les falaises qui les dominaient, en bas vers la longue route serpentine qui les avait amenés ici. Je ne suis pas une soldate, vous en avez bien conscience. Certes, dit Sévu. Elle lui sourit, dans un éclat de dents blanches. Mais je comprends pourquoi ils ont fait ça ici. Sur un site naturellement enclavé, très en altitude. Les engins volants allaient avoir des difficultés à évoluer ici, n'est-ce pas? Mais il offrait un large décor où une armée, ou deux armées, pourraient se retrouver, pour un affrontement en règle. Elle respira, profondément. Elle posa les mains sur ses hanches et s'arrêta de marcher. C'est donc ici que ça s'est produit. Sévu continua d'avancer. Je voulais vous montrer ce qu'il y a là-bas, dit-il. Ils trouvèrent un trajet à suivre entre les sapes, surveillés tout ce temps par leur chaperon. Candavir commença à s'essouffler. Ce n'était pas son élément naturel, et son escorte se resserra au cas où elle eut besoin d'assistance. Ils eurent bientôt laissé les tranchées derrière eux, une par une, emplies de leurs objets abandonnés sous une couche de gravillon. Le pépiment du binaire employé par les serviteurs s'effaça, et ils se retrouvèrent en marge du site, là où la plaine commençait à se fracturer en paliers de roches étagées. Quelques centaines de mètres encore, et le terrain chutait de nouveau à pic, par marches successives, baignées dans les nuages. Sévu s'accroupit près des rabats d'une toile tendue retenue par des sardines, en relevant sa visière ce faisant. Candavir vint auprès de lui, et il perçut une nuance de parfum, une odeur urbaine, que l'on portait dans les cités grandissantes du sud-est, rien d'indispensable à emporter avec soi sur les terres désolées. Il releva soigneusement les voiles de plastique protecteur, en remarquant comme la rosée s'accrochait à la terre en dessous. Les objets qu'il révéla étaient petits, rien que des fragments d'ensemble, des shrapnels et des débris. Il tendit la main vers l'un d'entre eux, qu'il ramassa soigneusement et retourna sur sa paume. « Nous avons beaucoup de ceci, » dit-il en le tendant à Candavir. Elle le prit et le leva à la lumière. « Raptor imperialis », dit-elle en plissant les yeux. Ses doigts frottèrent la poussière accrochée à l'émail, révélant le motif de l'insigne, une tête d'aigle entourée de 4 branches d'éclairs. L'insigne retint son regard pendant longtemps. « Je m'étais prononcé contre cet emblème, » fit-elle d'un air songeur. « Je leur avais dit qu'ils convoyaient le mauvais message. Nous étions des bâtisseurs, pas des destructeurs. Un aigle ne construit rien d'autre que sa propre ère. Et la foudre ne fait que ravager les choses. Une des nombreuses discussions que j'ai perdues. Ils cherchaient à transmettre une idée différente. Les morceaux d'armure sont mélangés. Certains répondent aux analyses comme un composé céramique. Quelque chose de très solide, résistant à la chaleur. Je n'en avais jamais vu de tel. D'autres pièces sont en métal, acier, même du fer. Et puis, il y a les plus rares de toutes. Nous n'arrivons même pas à les soumettre à l'analyse sans que nos instruments se cassent. Certains de ces fragments sont encore chauds au toucher. Et à tout point de vue, ils ressemblent à... de l'or, dit Candavir, en se remettant sur ses pieds et en rangeant l'insigne sur elle. De l'or qui ne ternit jamais, qui résiste à toute flamme. Ce n'est pas vraiment de l'or, cependant. Il y ressemble seulement. J'en ai encore beaucoup à vous montrer, dit Sévu. Combien sont morts ici? Sévu marqua un silence. Des milliers, des dizaines de milliers. Il y en a plus que nous pouvons en compter. Candavir hocha la tête. Ses doigts, enveloppés dans ses grands draps, se resserrèrent. Vous n'aurez pas à le faire. Je veux que vous soyez partis d'ici 2 jours. Je veux que tout soit démonté et le campement démantelé. Mais nous n'avons pas... Tout ça est dangereux. C'est vrai ce que l'on dit. Le sol ne ment pas. Elle repartit, la démarche raide, trahissant son manque de préparation physique. J'ai vu tout ce que je devais voir, annonça-t-elle. Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune idée du pourquoi, lança Sévu derrière elle en la regardant partir. Vous avez lu le rapport. Tout ça paraît insensé. Candavir continua de marcher. Ça n'a rien d'insensé, dit-elle en progressant au milieu des débris des combats à moitié gelés. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, l'interpella-t-il. Ce n'est pas non plus le début, fit-elle en marmonnant. Ça ne fait que continuer. Ce n'est qu'un souffle, c'est vu.
Un massacre de routine. Une des occupations ordinaires de l'humanité. Nous n'avons pas fini d'en voir.